Histoire de mère à fille. Adoption, ce qu'on ne vous dit pas, partie 2. Écoutez bien, il y aura une surprise à la fin. Dans les précédents podcasts, du numéro 5 au 11, je vous décrivais le périple de l'adoption de nos 2 filles en Colombie avec mon mari. Or, au moment des démarches pour l'adoption, les administrations ou les associations vous vantent le bonheur de l'adoption sans vous avertir suffisamment de certaines conséquences qui peuvent survenir ou questions importantes à se poser. J'ai également trouvé l'analyse de la psychologue et psychothérapeute Yveline Exbraya qui ajoute 11 réflexions supplémentaires. Je vous ai décrit les 4 premières dans mon podcast précédent. Je vais maintenant vous exposer les 7 autres. Le 5e, c'est la reproduction de leur modèle de survie. Si votre enfant a des comportements étranges, hors normes, agaçants ou incompréhensibles, peut-être reproduit-il une habitude ou comportement qui l'a aidé à survivre. S'il se brasse pour s'endormir, c'est sans doute la façon dont il s'est auto-bercé, parce que personne ne le faisait pour lui. S'il se fait remarquer par de mauvais coups, il est possible qu'il ait obtenu l'attention des adultes seulement ainsi. S'il cache de la nourriture, c'est qu'il a manqué et n'est pas sûr d'en avoir demain. Au lieu de voir ce comportement comme une nuisance, il faut l'accueillir comme une preuve de sa créativité, de son instinct de survie. Il faut ensuite le rassurer. Il n'y a plus à faire cela maintenant, vous êtes là pour répondre à ses besoins. Le 6e, le développement en escalier. Le développement physique, émotif, social et cognitif d'un enfant ne se fait pas de façon continue et linéaire. C'est encore plus vrai chez l'enfant adopté, où rien ne semble évoluer, puis tout à coup, il se met à parler, marcher, manipuler les objets avec dextérité, etc. Ceci parce qu'un enfant adopté arrive souvent très fragilisé dans ses besoins fondamentaux. Manger à sa faim, boire, se sentir en sécurité physique, créer un lien de confiance et d'attachement avec ses nouveaux parents, et que la réponse à ces besoins est prioritaire. Les apprentissages, langage, suivront. Certains parents l'oublient et s'inquiètent du retard de leur enfant à l'école ou à la garderie. Il faut être patient. Le bonheur compte plus que la performance. En ce qui concerne mon expérience personnelle, nous avons dû mettre l'aînée dans une école privée en CP où il n'y avait plus que 10 enfants dans la classe. Elle a donc pu apprendre à son rythme la lecture et l'écriture qui a été privilégiée par rapport à d'autres matières et il n'y a pas eu de soucis particuliers. Le 7e, le séducteur ou l'indifférent. L'enfant adopté est souvent très charmant voire charmeur. Il sait attendrir et séduire les adultes. On peut supposer qu'il reproduit une formule gagnante dans le passé. Mais ce comportement peut être très superficiel et basculer dans l'indifférence si l'adulte veut créer trop vite une véritable intimité affective avec lui. Car s'il n'est pas prêt à vivre cette intimité, il repoussera l'adulte ou pire, deviendra carrément agressif. Cela peut dérouter. L'enfant demande de l'attention de façon charmante et nous repousse dès qu'on s'occupe de lui. Il faut alors se rappeler que l'enfant a été privé d'affection avant son adoption et qu'il peut se sentir étouffé, noyé, si on lui offre un immense pied d'un coup. 8e. La peur exagérée du rejet et de l'abandon. La grande majorité des adoptés, grands ou petits, ont une sensibilité extrême face à toutes les situations où ils perçoivent une forme de rejet ou pire, un risque d'abandon. Des adultes adoptés très jeunes et qui ont vécu dans des familles aimantes en témoignent régulièrement. Certains ont des rêves récurrents où une personne chère ne vient jamais les chercher à l'école, après le travail, etc. Toute forme de critique, même constructive, peut être vécue comme un blâme, un rejet. Tel autre a des difficultés à faire confiance, à aimer,
Je ne m'attache pas, donc je n'aurai pas mal. Et il n'arrive pas à avoir de relation amoureuse durable, car dès que le couple devient intime, il préfère rompre plutôt que de prendre le risque d'être quitté un jour. Chez les jeunes enfants, cela peut se manifester par le besoin de toujours demander à quelle heure et qui viendra les chercher à la garderie ou à l'école, ou par le besoin que les membres de la famille soient toujours ensemble, dans la même chambre, dans la même voiture, etc. Et cela peut durer des mois ou des années. 9e, la non-permanence des choses. Tous les êtres humains envisagent le futur à partir de leur passé. Ainsi, celui qui a été trompé par de nombreux amoureux aura beaucoup de difficultés à croire à l'amour et à l'engagement sincère. Au moment de son adoption, un enfant a vécu au moins à 2 endroits différents, avec sa mère biologique et ensuite dans son milieu de substitut. Dans sa courte vie, il a été arraché à 2 milieux. Le voilà maintenant dans un 3e. Si le passé est garant du futur, il se dira que ce n'est que temporaire, comme les autres fois. Il y a donc un décalage énorme entre l'engagement et la certitude du parent pour qu'il soit absolument certain que l'enfant demeurera toujours avec lui et la perception de l'enfant qui s'attend à repartir un jour. Il arrive ainsi que les parents soient perturbés parce que leur enfant leur demande sans cesse s'il l'aime ou parce qu'il est exagérément terrorisé lorsqu'on le dispute, même pour une petite faute. L'enfant peut être fragilisé et anxieux devant tout changement. Il faut se rappeler que rien n'est permanent pour lui, ce qui l'angoisse. Il faut répéter notre amour inconditionnel et s'efforcer de stabiliser nos habitudes de vie. 10. La fragilité dans les besoins primaires. Il ne faut pas être dérouté par certains comportements qui perdurent chez les enfants. Ils sont tout simplement le signe de l'ampleur des blessures invisibles. Si une enfant de 10 ans, adoptée à 18 mois, cache parfois encore de la nourriture, ce n'est que la douloureuse confirmation qu'elle a eu faim. Alors pourquoi ne pas lui offrir d'avoir toujours une barre tendre dans un tiroir de la chambre, par exemple? Vous l'accueillez dans son besoin. 11. L'instinct du petit saumon. Le questionnement et la compréhension des origines varient selon l'âge émotif et mental de l'enfant, puis de l'adulte. Ainsi, la plupart des adoptés ne font pas de demande de retrouvailles alors que la loi les y autorise. Cependant, pour certains, ce besoin de savoir devient une quête vitale. Comme le saumon, ils sont prêts à se briser les nageoires sur les roches et à dépenser toute leur énergie vitale pour leur retour aux sources. Cette attitude est souvent interprétée par les parents comme un désaveu de la relation adoptive, comme un échec de l'amour mutuel. Ils pensent à tort qu'ils vont perdre quelque chose s'ils laissent faire ou aident l'enfant à retourner dans son pays. Certains parents veulent aussi éviter à l'enfant de souffrir ou d'être déçu en cas d'échec de la quête. Pourtant, il faut que les parents se préparent à accepter cette éventualité. S'ils considèrent les parents biologiques comme faisant partie de leur vie en tant que personnes significatives pour leur enfant, ils n'éviteront pas l'éveil de l'instinct du petit saumon, mais le vivront d'une façon plus constructive. Un refus de la légitimité de cette quête peut vraiment mettre en péril la qualité de la relation parent-enfant, alors qu'une ouverture sincère peut l'enrichir. Je rajouterai que cette démarche doit être à l'initiative du jeune adopté et qu'il doit avoir une maturité psychique suffisante. En effet, je connaissais un jeune garçon de 17-18 ans à qui les parents adoptifs lui avaient promis qu'il l'aiderait à retrouver sa mère biologique. C'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'il a fait, et c'est à Tahiti. Cependant, la rencontre avec sa mère a été cruelle pour lui, car elle avait refait sa vie, avait eu des enfants et ne voulait pas le revoir. Il a eu à nouveau un rejet et il a dû être hospitalisé en établissement psychiatrie un certain temps, car il était devenu dépressif. Pour mon cas personnel, j'ai toujours dit aux filles
qu'elles avaient été adoptées et qu'elles pourraient me demander leur dossier qui, ma foi, était assez complet, mais qu'elles devaient faire elles-mêmes les démarches. Parents, comment aider un enfant adopté ? La première chose à faire est de ne jamais occulter le premier morceau de vie de l'enfant. L'inconnu fait partie de son histoire et il faut l'accepter telle qu'elle. Il est également nécessaire de respecter ses origines sans jamais les dénigrer. Actuellement, je pense qu'en règle générale, les parents adoptifs sont suivis et aidés par des professionnels qui les préparent à leur futur rôle. La sensibilisation est une étape cruciale qui permet de mieux gérer les situations difficiles lorsqu'elles se présentent. En ce qui nous concernait, cela a été très succinct en 1999. Il n'y avait pas eu ou peu de documentation et peu de psychologues spécialisés en adoption. Informer l'entourage, l'école et les médecins des conditions d'adoption fait partie de la marche à suivre pour aider l'enfant à vivre normalement. Les parents doivent aussi prendre le temps de lui expliquer que s'il n'est pas né du ventre de sa maman, il reste toutefois le fruit d'un amour très fort entre deux adultes qui ont une sexualité normale. Enfin, les parents adoptifs doivent éviter de cacher la vérité, sauf lorsque celle-ci est très difficile à entendre pour un jeune enfant, naissance à la suite d'un viol et ou inceste, par exemple. Aider l'enfant adopté dans ses recherches. Accepter que l'enfant recherche ses parents biologiques, s'il en ressent le besoin, est aussi une manière de l'aider et de l'accompagner. Depuis 1996, une loi permet de retrouver sa mère génitrice si celle-ci l'a expressément autorisé. Les législateurs ont en effet suivi les conseils des psychologues qui indiquaient que le secret de la naissance était susceptible de perturber les adoptés dans leur filiation. On constate, en effet, que la plupart des enfants adoptés commencent à chercher leurs origines quand ils deviennent eux-mêmes parents autour de 35-40 ans. Et toi, qu'en penses-tu ? As-tu eu l'expérience de l'adoption ou envisages-tu de le faire ? Connais-tu des parents ou amis qui ont fait cette expérience ? Si tu en as envie, mets un commentaire ci-dessous, cela permettra d'enrichir la communauté. Si cette histoire te fait écho, merci d'activer la cloche afin d'être averti sur mon prochain podcast, de liker et de t'abonner. À la fin, j'offre un cadeau aux 3 premières qui me laisseront leur adresse mail à l'adresse qui s'affiche pour participer à un atelier sur Teams qui sera sur le thème de créer un shampoing maison pour cheveux secs. Je te dis donc à bientôt pour une autre histoire vraie. Je m'appelle Nicole et je vous partage cette histoire car j'ai le projet de créer l'atelier de mes filles qui va être consacré à aider les femmes grâce à l'aromathérapie et les cosmétiques naturels. Je vous dis donc à bientôt pour la suite.